Oui, bonjour tout le monde, je me réjouis d'être ici. Je remercie la Fondation Martin Bourlon pour nous accueillir ce soir. Le sujet dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est aussi peu étudié que passionnant. Il s'agit de l'intérêt de Ferdinand Hodler pour la musique qui se manifeste dès son arrivée à Genève durant l'hiver 1871-1872 jusqu'à sa mort en 1918. Comme la peinture, la musique était pour Hodler un moyen d'exprimer et de transmettre des sentiments. C'est pour cela qu'il aimait aussi bien écouter de la musique qu'en jouer lui-même. C'est qu'un peintre est capable de susciter au moyen des formes et des couleurs, le musicien le communique grâce à des mélodies et des sons. En 1897, Hodler explique à ses élèves à l'École des Arts et Métiers de Fribourg, où il donne pendant 2 ans régulièrement des cours de peinture, que le choix d'un sujet dépend justement du sentiment que celui-ci suscite chez les peintres. Dans son carnet, il note à ce sujet, je cite, « Pour quelle raison est-ce que je peins un objet ?» Et il ajoute, « Le sentiment vous dirige dans le choix. » Fin de la citation. En se fondant sur cette maxime, le but de l'artiste est pour lui de traduire la profondeur immatérielle du sentiment dans le langage matériel de la peinture qui peut faire naître les états d'âme les plus divers, notamment à l'aide de la couleur. Cette comparaison entre les émotions exprimées par la peinture et la musique l'amène à une conclusion cruciale dans sa célèbre conférence « La mission de l'artiste » qu'il donne le 12 mars 1897, toujours à Fribourg, devant la Société des Amis de Beaux-Arts. La couleur, dit-il, a un charme pénétrant, musical, indépendant de la forme. Fin de la citation. Cette analogie qu'établit Hodler est le résultat d'un vécu et d'une profonde expérience de sons et de mélodies et de rythmes. Plusieurs photographies du peintre témoignent le fait que la musique a été pour Hodler jusqu'à peu avant sa mort une source de joie et de détente. Sur cette photo, nous voyons le peintre allongé sur une chaise longue en écoutant la jeune collectionneuse zolleroise Gertrude Dübi-Müller qui le divertit en jouant de l'accordéon. Hodler possédait lui-même plusieurs instruments dont il jouait régulièrement, soit dans son atelier, soit au jardin, soit à la campagne. Il assistait également à des concerts à Genève, à Paris, à Vienne. Il s'intéressait aux recherches de l'époque sur le mouvement et la rythmique. Il prenait aussi des cours de danse et savait comment faire vivre dans sa peinture le rythme et l'harmonie qui correspondaient à des qualités musicales. Ce soir, je vais essayer de mettre en lumière ces multiples interactions du peintre avec le milieu de la musique. En même temps, vous allez profiter d'une représentation exceptionnelle de William Chassot qui va vous faire savourer les sons de l'accordéon que Hodler aimait profondément. De plus, elle va nous donner l'occasion d'écouter des morceaux choisis parmi des compositeurs connus par Hodler et qui ont été transposés sur l'accordéon.
grâce à des témoignages écrits et grâce à des œuvres que Ferdinand Hodler possédait plusieurs instruments. Dans les années 1870 déjà, il était en possession d'une guitare, comme en atteste la correspondance avec son ami de jeunesse Marc Audier, avec qui Hodler partageait son enthousiasme pour la musique. Dans une lettre de juin 1879, Audier rappelle à son ami de ne pas oublier sa guitare lors de son retour de Madrid. N'oublie pas d'apporter la guitare et les objets espagnols dont nous avons parlé avant ton départ, de même que la petite toile couleur locale que tu m'as promise. Tu ne peux te figurer la joie que 12 ans et moi aurons à te revoir ainsi que de voir tes œuvres. Dans une esquisse à l'huile, Audier, qui prenait des leçons de peinture chez son ami Hodler, a immortalisé ce dernier en train de jouer de la guitare. Ce qui, pour eux, l'emportait sur la qualité musicale, c'était le son produit par la musique et la joie que cela suscitait en eux. En y repensant des années plus tard, Hodler consigne dans ses notes personnelles que jouer de cet instrument sur le toit de son atelier 35 Grand Rue à Genève le distrayait de la faim et le rendait joyeux. Je cite. Quand je n'avais rien à déjeuner, je grimpe sur le toit de mon atelier, pensais un air de guitare qui me remettait de bonne humeur. Fin de la citation. La guitare demeura donc une compagne fidèle du peintre, et c'est même lorsqu'il sera élevé au rang de célèbre artiste à la renommée internationale. Nous pouvons distinguer l'instrument en question dans un tableau qui le représente dans son atelier maintenant en 1911. Peint par Emil Orlik, l'artiste et graveur qui s'était lié d'amitié avec Hodler à Vienne et lui avait rendu visite à Genève, cette toile correspond à des photographies prises par Orlik à l'occasion de cette visite. On voit Hodler assis devant son chevalet sur lequel se trouve une étude pour l'unanimité, peinture murale destinée à l'hôtel de ville de Hanovre. Sa guitare toujours à portée de main, au cas où l'envie d'une pause musicale se fait ressentir, est posée derrière lui contre le paroi vert de son atelier. Hodler possédait également plusieurs accordéons, dont celui de la marque Betzken zur Lira Bern, qui peut être admiré ici à la Fondation Martin Bonner dans le cadre de l'exposition. Breveté à Vienne en 1829, cet instrument est rapidement devenu très populaire et a donné lieu, dans les décennies qui ont suivi, à une industrie florissante en France et en Allemagne. De la capitale autrichienne, l'invention est introduite en Suisse par un fabricant de l'Emmental qui produisait à Langnau le Langnauerli, précurseur direct de ce qui est plus tard devenu le petit orgue de Schwyz, le Schwyzer Orgel. Ce dernier est fabriqué à Pfäffikon à partir de 1885 et devient vers la fin du XIXe siècle l'instrument par excellence de la musique populaire suisse. Hodler aimait particulièrement l'accordéon qui permettait une musique joyeuse et conviviale. Il avait un répertoire limité mais qui, selon le collectionneur Willy Russ, était fort bien maîtrisé. Tandis que son premier biographe, Karl Albert Loos, raconte que Hodler n'en jouait que de manière passable, mais que s'y adonner le rendait toujours d'humeur joyeuse. Il aimait alors entraîner des amis dans des fêtes déchaînées. Selon Loosli, son répertoire se limitait à la chanson Weissenbach der kleinen Stadt, à une valse, à une polka et à une mélodie écossaise. Une deuxième photographie d'Orlik de 1911 nous donne une preuve que Hodler ne jouait pas seulement à l'occasion d'une fête ou d'une soirée avec des amis, mais aussi lorsqu'il travaillait dans son atelier. Sur la photo, nous voyons le peintre qui s'exerce sur son instrument. Derrière lui, à droite encore, le fameux tableau de l'unanimité. Sur le chevalet est une version de l'émotion peinte vers 1909. Au-dessous de ce tableau, nous pouvons nous imaginer la guitare appuyée sur le mur qu'on vient de voir sur la photo précédente. En regardant les deux compositions, nous pouvons constater que Hodler a voulu mettre en avant des impressions de rythme et de harmonie à travers le mouvement des figures et le placement régulier et homogène des formes et des couleurs. Cette unité rythmique se manifeste soit par les femmes,
vêtus en bleu, qui traversent un champ parsemé avec des fleurs, soit par des hommes en train de lever des mains pour prêter serment à la religion protestante. Quelques années avant 1911, nous trouvons une photographie qui montre Ferdinand devant la maison de son ami Max Bury à Brienz, en compagnie de sa femme Berthe, de la femme de Max Bury, Frida Bury, et de sa fille Edwige. Hodler a la main droite affectueusement posée sur l'épaule de la fillette, tandis qu'il tient son accordéon au creux du bras gauche et regarde gaiement dans l'objectif de l'appareil. Max Bury n'est pas visible, ce qui indique peut-être que c'est celui qui prend la photo. En outre, nous savons que lui aussi possédait plusieurs accordéons. Ceux-ci se retrouvent dans différents tableaux, dont les Tanzmusikanten, aussi de 1905, sur lequel vous pouvez identifier l'accordéon chez le jeune homme à droite, qui est Max Bury lui-même. Une anecdote qui nous est parvenue grâce au collectionneur Willy Rousse est éclairante par rapport au plaisir que votre montrait sur la photo avec la famille Bury en tenant son instrument dans les bras. Je cite donc le récit de Willy Rousse qui raconte le souvenir de Hodler. Savez-vous, me dit-il, d'où me vient cet accordéon? Je l'ai acheté à mon ami Bury, ou plutôt, non, j'ai fait un échange avec lui. Un jour que je me trouvais dans son atelier à Brietz, il y avait là aussi, je crois, Amiette, Roto et Traxel. Il joua de cet instrument à me donner une envie folle de le posséder. Je lui dis, Bury, tu ne voudrais pas me vendre ton instrument? Jamais de la vie, qu'il me répond. Un moment après, il vient à moi. Tu sais, Roto, si tu tiens tant à mon accordéon, je l'échangerai contre un paysage. Ce fut à mon tour de lui dire jamais de la vie, et nous en restâmes là. Mais un jour ne voilà-t-il pas cette charrette de Bury qu'il s'amène ici avec son accordéon et se met à me jouer tout son répertoire qui était considérable. Je n'y tiens plus et lui criai « Eh bien, choisis un paysage et fous-moi le camp ». Bury, qui avait les yeux encore plus bleus que le vôtre, se considère incramment que je tenais pour un de mes meilleures toiles, s'en approche et le met tranquillement sous son bras. Adieu Ferdinand et merci. Fin de la citation. Ce tableau est resté chez Max Bury jusqu'en 1915, puisqu'il a été vendu justement à Willy Rousse qui nous a laissé cette belle anecdote. Une autre anecdote de ce genre nous est parvenue grâce au peintre Willy Friedrich Burger qui avait accompagné Ferdinand Hodler en 1907 en Engadine. D'après Burger, alors que Hodler avait été brusquement interrompu dans son travail sur le lac de Silvaplana en automne par une vente violente bourrasque de vent, il avait alors empoigné son accordéon et joué abruptement quelques accords sauvages d'un quelconque yodel pour apaiser sa mauvaise humeur. La musique comme expression de la joie de vivre qui entraîne l'union sociale et l'harmonie parmi les hommes était alors toujours chez Hodler une source de joie et de motivation pour œuvrer à son art.
de son propre instrument, mais aussi assister à des concerts constituaient l'une des occupations favorites du peintre. Diverses entrées dans les carnets mentionnent les noms de Verdi, Puccini, Mascagni, Beethoven, Bach, Schumann, Mendelssohn ou encore Wagner et font supposer que le peintre assistait à un nombre important de concerts. Souvent, ces noms sont accompagnés de croquis qui montrent aux des spectateurs dans les salles de musique que Hodler a observé. Le premier concert que j'aimerais évoquer est une soirée wagnerienne auquel Hodler a assisté le 5 avril 1892 à Paris, alors qu'il participe au premier salon Rose plus Croix, organisé par le tsar Marodack Joséphin Péladon, pseudonyme de l'écrivain et occultiste français Joseph-Aimé Péladon. Au salon Rose plus Croix, il exposait son tableau Les âmes déçues, qui correspondait au goût symboliste de Péladon. Hodler lui-même prenait cette exposition comme une plateforme lui permettant de promouvoir son art, puisque ce salon mystique et ésotérique attirait beaucoup de monde. Le principal lien entre Hodler et l'ordre Rose plus Croix résidait dans la personne d'Antoine La Rochefoucauld, qui était un proche de Péladon et un grand enthousiaste de la peinture de Hodler, et qui il a même rendu visite à Genève. Dans une lettre du 5 avril 1892, toujours à son ami Marc Audier, Hodler raconte, je cite, « Au Rose Croix, j'ai eu un très grand succès. On a demandé le prix de ma toile, mais je ne crois pas la vendre. Plus petit, elle sera déjà vendue. J'aurai peut-être plus de chance au champ de Mars. En tout cas, il faut bien faire des sacrifices avant. Si je restais ici, sans doute, ça me serait d'un assez grand bénéfice. J'attends les résultats du champ de Mars, qui, j'espère, sera très important, et ces deux coups me caleront. Je serai enfin connu par la confirmation. Je vais ce soir encore à une soirée des Rose Croix, la soirée wagnerienne. » Fin de la citation. Pour Péladon et les membres de l'ordre du Temple de la Rose plus Croix, la musique de Wagner était fondamentale. Dans leur manifeste écrit par Péladon en 1892, Wagner et Beethoven sont de véritables modèles idéologiques et spirituels. Dans les salles d'exposition de la galerie Durand-Ruel, l'ordre a donc organisé des concerts avec principalement du Wagner, mais aussi des autres compositeurs comme Beethoven, comme Bach ou César Franck. La soirée wagnerienne du 5 avril 1892 était organisée justement par Antoine La Rochefoucauld dans la galerie Durand-Ruel. Comme en témoignait la presse, Hodler a pu écouter à cette occasion la Bacchanale de Tannhäuser, la scène finale de l'Or du Rhin, la chevauchée des Valkyries, le passage du printemps et l'idylle de Siegfried. Cette soirée avait une assistante très nombreuse et très élégante, même si l'auditoire se trouvait dans un local qui n'est pas approprié à ce genre de musique, comme le disait le journaliste dans son article « Wagner chez l'Archonte », qui était paru le 6 avril, donc le jour après, dans Le Temps.
de la musique de Eric Satie, qui nous a rapprochés de l'esprit wagnerien, nous retournons encore à Wagner. Pendant son séjour à Vienne en 1904, où Hodler a vécu son plus grand succès international, il était invité par Alma Mahler, véritable femme fatale et muse, dans sa loge au Staatsoper. Hodler était cette année-là l'invité d'honneur de la sécession viennoise et avait non seulement créé l'affiche dans le style ornemental de l'Art Nouveau, mais était aussi présent à l'exposition avec 31 tableaux, parmi lesquels figuraient toutes ses œuvres majeures. Au Staatsoper, donc, Hodler assiste le 21 février 1904 à une représentation de Tristan et Iseult de Wagner dans une mise en scène du compositeur de Gustav Mahler avec des décors du jeune scénographe Alfred Roller. Malheureusement, ce concert n'a pas plu à Hodler, qui aimait plutôt la musique allègre et gaie. Madame Mahler a rapporté ses impressions quant à la réaction de Hodler. Je cite. Lors d'une représentation de Tristan, qu'il écoutait pour la première fois de sa vie, il était assis dans ma loge. Au milieu du troisième acte, mal à l'aise, il se leva et s'en alla. Le fameux baiser du deuxième acte est encore supportable, mais la durée indéterminable de la mort, quelqu'un d'autre l'endure à ma place. Fin de la citation. Même si la soirée au Staatsoper n'a pas plu à Hodler, une gravure à l'eau fort d'Emil Orlik représentant Gustav Mahler, le compositeur viennois révolutionnaire, se trouvait dans sa succession. Au bord de la feuille, nous pouvons lire la dédicace d'Orlik qui a réalisé ce portrait à la pointe sèche en 1902. Seinen verehrten Freund Hodler, pour son ami admiré Hodler. Comme Hodler, Mahler était un hôte bienvenu parmi les sécessionnistes et était lié d'amitié avec des artistes comme Karl Moll et Koloman Moser. Il n'est donc pas exclu qu'ils s'y soient rencontrés. En plus, comme nous savons, grâce aux recherches de Madame Chasseau, Mahler possédait aussi lui-même un accordéon. De retour à Genève, Hodler consacre du temps encore à un riche et vaste programme musical. Il fréquente de nombreuses institutions de la cité, telles que le théâtre de la ville, la salle de la Réformation ou l'Académie de musique. L'adresse de l'Académie de musique, 6 au boulevard Helvétique 4, a d'ailleurs été annotée par une tierce main dans un carnet datant déjà de 1892, ce qui prouve l'intérêt du peintre pour ce lieu. En 1906, Hodler a été particulièrement ému par un concert du célèbre violoniste Eugène Ysaÿe, qui était bien connu au milieu des années 1880 pour ses interprétations de Jean-Sébastien Bach, de Claude Debussy ou de César Franck. La date que Hodler a mis à côté d'une esquisse du violoniste en train de jouer de son instrument nous a permis de savoir qu'il était présent au concert du 31 mars 1906 à la salle de la Réformation de Genève. Selon l'affiche, Ysaÿe a exécuté à cette occasion des œuvres de Gluck, Bach, Mozart et Beethoven. Sur une autre page du même carnet, Hodler a ajouté un commentaire sur le violoniste pour lequel il avait beaucoup d'estime. Je cite. Ceux qui dans la vie causent quelques agréments, c'est de rencontrer des personnes d'élite. Fin de la citation. À côté de la musique, la danse a occupé une place de choix dans la vie de Ferdinand Hodler. Le lien étroit qui unit ces peintures de figures au renouveau contemporain qui se manifeste dans l'art du mouvement corporel a déjà été relevé à de nombreuses reprises. Quant pour la musique, Hodler ne se contentait pas de représenter le mouvement en image, mais il s'y a donné physiquement en suivant un cours de danse. Il écrit à la collectionneuse zolleroise Gertrude Duby-Müller en mars 1912, je cite, « Mademoiselle, savez-vous que nous devrions à l'occasion nous retrouver sur une piste de danse? Je suis maintenant tout à fait à la hauteur. D'abord, mon essoufflement a entièrement disparu, donc mes mouvements suivent parfaitement le rythme et je m'efforce encore d'améliorer l'élégance. » Fin de la citation. Le peintre revient sur le même sujet dans une autre lettre à l'automne de la même année, toujours à Gertrude Müller. Je cite,
Je rentrais d'un cours de danse. Vous verrez avec quelle aisance ça marche. » Fin de la citation. Avec Emil Jacques Dalcroze, l'inventeur de la rythmique, Hodler s'entretient du renouveau de l'éducation rythmico-musicale qui a fait l'objet de discussions passionnées au tournant du siècle. Dans une lettre toujours à Gertrude du 31 décembre 1914, Hodler rapporte qu'il a discuté 1 heure entière avec Jacques Dalcroze à propos de sa rythmique. En automne 1915, il participe lui-même à une séance de rythmique à l'Institut Jacques Dalcroze, fondé la même année à Genève. Dans son manuel intitulé Exercices de plastique animé, publié en 1916, le musicien pédagogue recourt à des croquis et des photographies pour illustrer sa théorie sur l'expression par les mouvements qui permet aux sentiments intimes de s'exprimer au moyen des gestes rythmés par la musique. Un exemplaire de ce livre a été dédicacé à Hodler par l'auteur avec les mots « À mon cher ami et maître Ferdinand Hodler, affectueusement et admirablement Jacques Dalcroze ». Les 3 figures d'ensemble qui illustrent le livre ressemblent de manière frappante à un dessin de Paulette, la fille de Hodler, née en novembre 1913. Par le contour dynamique qu'il a imposé à la figure, Hodler parvient à transposer sur le papier le mouvement de la fillette qui est en train de tourner sur elle-même. Représentée dans 3 poses différentes, toujours avec les bras levés, le corps de Paulette exprime un état d'âme qui correspond à la joie enfantine. L'intérêt pour le corps comme médium de l'expression est également au cœur de la création d'un tableau représentant Giulia Leonardi, une Italienne avec qui Hodler a fait connaissance déjà en 1910. La guitariste et chanteuse a posé pour plusieurs tableaux de Hodler, donc La femme joyeuse, où vous la voyez devant un fond neutre orné des fleurs rouges. La manière dont elle tourne son corps et touche son sein est inspirée par la cinématique de l'époque, selon laquelle des sentiments s'expriment à travers des gestes. Dans un article de presse paru en 1938, dans le Zürcher Illustrierte, Giulia Leonardi raconte que Hodler l'avait vue pour la première fois dans un café à Genève, où elle jouait dans un quatuor de guitaristes. Ensuite, Leonardi raconte, je cite, « Moi j'adorais Hodler. Je lui donnais pour son Noël un accordéon, non 2 même, un en 1914 et un en 1915. Et maintenant, je vais encore souvent mettre sur sa tombe des roses rouges. Il aimait tant les roses rouges, Hodler. » Fin de la citation. Souvenons-nous de la première photo de Hodler allongé sur sa chaise longue. Écoutons Gertrude qui le divertit en jouant de l'accordéon dans son jardin. La jeune femme qui entretenait avec Hodler une profonde amitié lui rendait régulièrement visite à Genève et la photographiait ici avec son accordéon devant la porte de son atelier de la rue du Grand Bureau. Peut-être s'agit-il ici du cadeau de Noël qui lui a offert Giulia Leonardi en 1914 ou 1915. Dans le jardin de son atelier, Hodler ne jouait pas seulement de l'accordéon, mais aussi du tambour, comme en témoignent à nouveau plusieurs photographies de Gertrude Müller. Ce tambour de la marque Burki, fabriqué à Berne en 1891, avec sa bandoulière et ses baguettes, est également présenté dans l'exposition actuellement. La pose décontractée que prend Hodler en jouant de cet instrument ne laisse aucun doute sur le plaisir qu'il ressent à battre le rythme.
La danse et le rythme ont été des aspects cruciaux pour l'élaboration d'un dernier grand projet de Ferdinand Hodler. Depuis août 1913, il travaillait sur une peinture murale pour la nouvelle aula de l'université de Zurich, construite par l'architecte Karl Moos. Le sujet choisi par Hodler était la floraison, une composition avec des figures féminines qu'il a occupée jusqu'en 1917 et qui est restée inachevée. Au cœur de ce projet pictural se trouvait l'idée de transmettre le sentiment d'harmonie et d'unité entre les hommes que Hodler retrouvait dans la contemplation de la nature. Si nous regardons la photo de Gertrud Müller montrant Hodler jouant du tambour devant son atelier, nous pouvons distinguer sur la porte ouverte à l'arrière-plan une étude préliminaire pour la floraison. Durant l'élaboration de cette œuvre, Hodler a d'abord entrepris de représenter sa fille Paulette avec des figures féminines qui sont en train de danser. Sur une étude intitulée Die Überraschung des Rhythmus, donc la surprise du rythme, nous pouvons voir une petite fille à côté d'une femme avec les bras écartés. Sur l'esquisse droite, avec 5 figures, Hodler a renoncé à la petite fille en mettant l'accent sur le mouvement des femmes qui tournent en ronde. Les motifs végétaux ainsi que les corps des femmes deviennent des arabesques linéaires qui donnent forme aux émotions joyeuses ressenties devant la nature. Dans l'étude en couleur, qui est une des versions les plus élaborées, les femmes sont vêtues en bleu sur un fond vert, encore semé de fleurs. Pour Hodler, les femmes comme les enfants étaient étroitement liées à l'idée de la fleur qui, en s'épanouissant, représente la beauté de la vie. En janvier 1911 déjà, Hodler faisait des esquisses avec des figures dansant sur un pré fleuri pour représenter une danse de printemps. Pendant ses vacances d'hiver à Grindelwald, il avait avec lui un carnet dans lequel nous pouvons trouver des croquis liés à la musique et la danse, c'est-à-dire
des notations, des figures assistant à un concert ou des noms des compositeurs, parmi lesquels Mendelssohn, Jacques Offenbach et Robert Schumann. Un article dans le journal local, le Echo vom Grindelwald, nous informe que le 13 janvier 1911, un grand concert de bienfaisance a été donné à l'hôtel Père, où Hodler séjournait pendant ses vacances avec sa femme Berthe. Il est fort probable que le peintre ait assisté à ce concert pour écouter la musique de ces compositeurs importants. Inspiré par la musique, il aurait ainsi pu inscrire dans son carnet des annotations un peu mystérieuses. Pour ménager les fleurs et faire le silence, durch die Ewigkeit, pour l'éternité, le rêve de Schumann, la danse du printemps. Au-dessus de celle-ci, nous voyons une esquisse avec des figures qui se tiennent par la main et qui tournent en rond, en jouant une danse de printemps comme dans la floraison. Pour autant, la musique n'était pas seulement un moyen pour exprimer la joie et la gaieté, il y trouvait aussi une analogie entre l'idée de l'unité représentée dans ces tableaux et l'harmonie créée par la musique. Cette notion est basée sur l'idée qui veut que les mélodies et les sons peuvent susciter des sentiments pour lesquels les êtres humains sont liés. En 1891-92, Hodler avait déjà écrit « Je vise à une unité puissante, à une harmonie religieuse. Ce que je veux exprimer, faire ressortir, c'est ce qui est un pour nous, ce qui nous rend semblables, la ressemblance entre les êtres humains. » À l'époque où Hodler écrit cette maxime, il travaillait sur les tableaux Les Las de Vivre et Les âmes déçues, qui justement il avait exposé au Salon Rose plus Croix, et dans lesquels il a rendu visible cette unité puissante entre les hommes à travers des répétitions des formes et des couleurs dans une composition strictement paralléliste. L'archétype de la régularité des formes, qui au cours dans la nature résidait pour le peintre dans la fleur, qu'il utilise comme métaphore de toute unité composite et qui est un concept central de sa théorie. L'unité entre l'homme et la nature était souvent évoquée par Hodler dans ses écrits esthétiques, par exemple quand il a comparé une réunion amicale avec les formes florales. Dans un texte intitulé de l'œuvre, il écrivait en 1908, je cite, « Sommes-nous quelques-uns autour d'une table réunis pour la même raison, nous sommes groupés comme des pétales formant un tout comme les pétales d'une fleur. » Fin de la citation. La répétition des formes constituait la base de la floraison
qui, en 1917, n'était toujours pas terminé et qui ne le fut jamais. Dans un carnet, nous pouvons retrouver la composition avec des figures posées sur un demi-cercle et d'un enfant au milieu. Malgré une santé dégradée depuis janvier 1917, Hodler a pu fêter en juin de cette année le plus grand succès de sa carrière en Suisse. Le Kunsthaus de Zurich a présenté avec 606 toiles de Hodler une rétrospective si gigantesque qu'elle ne serait plus possible aujourd'hui. Les pages du numéro carnet 231 peuvent être datées grâce à cette exposition pour laquelle Hodler a préparé un petit discours de remerciement. Quelques pages plus loin, dans ce même carnet, se trouvent les dernières notes esthétiques que le peintre a consignées. En restant fidèle à sa maxime, il décrit de nouveau comment l'unité universelle s'exprime à travers des formes parallèles. Si je vois des formes semblables dans un ordre, je suis également charmé. Pourquoi cette fleur me charme-t-elle? Ce sont des formes semblables groupées autour d'un centre. Rien ne nous charme comme l'ordre des formes. Quelques lignes plus loin, il continue sa réflexion qu'il conclut avec une comparaison étonnante. Si j'avais encore 100 ans à vivre, je continuerais à exprimer les choses semblables, les accords, les harmonies de l'humanité. L'art nous lie, vive l'art. Ce qui nous rend est plus grand que ce qui nous divise. J'ai traduit mes sympathies. Une rose, un son d'orgue. Une rose, un son d'orgue. Ce rapprochement est intéressant pour nous parce que Hodler a choisi de comparer deux choses. Un exemple est pris dans la nature et un dans la musique. La fleur rouge, la rose, dont les pétales forment un ordre général, et l'orgue, dont les sons produits avec l'aide des touches, de l'air et des tuyaux d'orgue produisent une mélodie harmonieuse. Les deux éléments, la forme et la musique, étaient donc pour le peintre le modèle parfait pour un art qui faisait sentir au spectateur une unité universelle et éternelle.
l'on peut